Bonjour, je m'appelle Jenna et vous écoutez Nova Trans. Je suis heureuse d'accueillir Daisy. Elle est autrice, blogueuse et vous l'entendrez tout à l'heure, militante sans vraiment l'admettre. Quand j'ai rencontré Daisy, elle tenait un blog, le M'expliqueur, qui est une formidable traduction du mansplaining, dont le but était d'essayer d'éduquer les hommes avec des mots simples, du point de vue de l'un d'entre eux. C'était une belle idée, forte, de celles qui font avancer les choses. De comment draguer une femme sans être un relou, aux définitions des concepts de nice guy ou de consentement, et de toutes ces choses que les mecs font semblant de ne pas comprendre, Daisy était finalement tellement misandre qu'elle a transitionné. Hop, un de moins. Bah quoi, vous avez pas d'humour ? Le blog s'appelle maintenant La M'expliqueuse et deviendra un livre qui sort bientôt. Bonjour Daisy. Bonjour Jenna. On va commencer complètement brut. Comment est-ce que tu as entendu parler de transidentité la première fois ? Alors ça, c'est compliqué en fait. Il y a la toute première fois, je pense que, j'ai des vagues souvenirs de trucs à la télé, de reportages souvent un peu scabreux sur les travailleuses du sexe brésiliennes. Du bois de Boulogne ou ce genre de choses. Ou alors il y avait des choses plus que je comprenais pas forcément totalement en étant enfant et qui de toute façon n'utilisaient jamais le bon vocabulaire. Mais je pense par exemple à euh, Christian Clavier dans Le Père Noël est une ordure, qui joue. Je pense qu'à un moment, ils doivent, je sais plus, tu vois, parce que j'ai pas envie de m'infliger ça, mais je pense peut-être ils doivent dire Travelo à un moment ou je sais pas quoi, mais Oui. il n'y a pas, comment dire, enfin, en tout cas, il y avait beaucoup de ces choses comme ça où, dans lesquelles je me reconnaissais pas. Il y a aucun moment où ça a fait tilt dans ma tête de me dire ah mais je pourrais être comme ça, mais parce que c'était pas vraiment fait pour donner envie non plus quoi. Et c'était des regards cis sur des personnes trans avec des personnes qui faisaient pas forcément la différence entre travesti, drag queen, femme trans. Les hommes trans, n'en parlons pas, ça n'existait pas. Enfin, donc je pourrais pas pointer du doigt une première fois comme ça, Mais c'était plutôt ce genre mais de c'était ce genre de d'approche représentation. médiatique très négative. Ouais. Et puis voilà, même quand c'était pas, ça ne se voulait pas négatif, ça restait. Je me rappelle vaguement que, par exemple, dans un livre que j'avais beaucoup aimé à l'époque, qui s'appelle Le Monde selon Garp de John Irving, dedans il y a une une femme trans. Mais c'est censé être fait avec un peu de respect, mais bon, honnêtement, je m'en souviens pas très bien, mais il y a quand même un aspect comique c'était une ancienne footballeuse américaine, donc l'idée c'est qu'elle était super, voilà, des grosses épaules, des gros muscles, mais entre guillemets se prend pour une femme. Enfin, c'est plein de trucs comme ça, ou même ça, finalement, ça se voulait plutôt tolérant et Bienveillant. plutôt sympa, mais et bienveillant, mais en fait, ça n'était pas du tout. Et en fait, ce qui fait que moi, personnellement, je me suis pas posé la question d'être trans avant assez tard, parce que j'en avais qu'une image complètement fantasmée par les cis. Et ce qui m'aura vraiment fait changer les choses, bah, c'est en grande partie les réseaux sociaux et Twitter où j'ai pu me mettre à suivre des femmes trans qui parlaient d'elles-mêmes avec leur propre voix. Et, euh, et en fait, là, ça change tout parce que enfin, ça n'avait strictement rien à voir avec les clichés qu'on pouvait avoir en tête. Et c'est pas, évidemment, c'est pas, j'ai entendu une femme trans, j'ai lu un tweet d'une femme trans et d'un coup,
je me suis dit, ah oui, mais en fait, ça m'a petit à petit ouvert à l'idée, on va dire. Ouais, c'est contagieux. Hmm, c'est ça. J'étais. Tu te souviens des personnes que tu suivais à l'époque? Bah, il y a une personne en particulier, c'est compliqué On n'est pas parce obligé. qu'elle essaye d'être plutôt stealth maintenant. Ok. Mais bah, du coup, sans le dire, je pense qu'il faut pas couper ça quand même, parce qu'il faut le dire aussi, il y a euh, quelque chose qui est très, voilà, c'est quelque chose qui est relativement courant, c'est on est assez visible dans la communauté à un moment, et puis les années passant, en fait, on a juste envie d'être tranquille dans sa vie, dans le genre de destination, Oui. comme on dit à la Oui. Sécu. Mais, et donc, il y a un certain nombre de nos aînés qui disparaissent, entre guillemets. Oui. Et si c'est ce qu'elles souhaitent, tant mieux pour elles. Bien sûr. Euh, je veux pas, peut-être que ça m'arrivera un jour, je sais pas. Et puis j'avais aussi lu, je me rappelle que j'avais lu quelques interviews de Julia Serrano. Enfin, c'est et puis après, petit à petit, en fait, sans me douter de rien, je suivais cinq ou six femmes trans sur Twitter au moins que je suivais et que j'admirais beaucoup, tout en me disant pas que moi aussi je pourrais l'être. Quand tu dis récemment, c'était il y a combien de temps à peu près? C'était en ouais, tout début 2018 que en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai lu un article qui je sais qu'il a été traduit récemment. Il me semble qu'il a été traduit sur le blog Transgirls, mais je l'avais lu en anglais à l'époque, qui s'appelait Unliking Woman, par une femme trans qui s'appelle Andrea Longshu. Et notamment, en gros, dedans, enfin, elle parlait de plein de choses. Elle parlait de politique et de féminisme et des TERF, mais elle parlait aussi beaucoup de sa propre transition et en gros, l'argument principal de l'article, c'est que plutôt que on devrait parler des transitions comme d'un désir de transitionner en fait, et que en recentrant, en parlant de désir et de ce qu'on veut, quoi, ce dont on a envie, on met les personnes trans au centre et nos envies et pas une idée abstraite de se sentir femme. Je sais pas ce que ça veut dire se sentir femme et c'est Oui. pas non plus se sentir né dans le mauvais cœur, enfin aussi mauvais corps. Si pour d'autres personnes trans, c'est comme ça qu'elles l'ont ressenti toujours et tout, c'est génial. Mais moi, voilà, moi j'avais cette idée que ce cliché de oh non mais je peux pas être trans, je jouais pas à la poupée quand j'étais petite ou j'étais pas particulièrement féminine ou ceci ou cela. Et en fait de me dire oui mais de m'amener à me poser la question oui mais est-ce que tu as envie en fait d'être une femme? Et ça plus ou moins consciemment je l'ai eu envie très souvent. Enfin je me disais j'avais pas l'impression d'avoir une dysphorie très forte, mais genre, si tu m'avais posé la question à 14 ans et est-ce que tu aurais préféré être une fille, euh, ben je sais pas si j'aurais dit oui, mais en tout cas, je l'aurais pensé. Est-ce que certaines personnes, au moment de leur réalisation, euh, réévaluent leur histoire pour essayer de trouver des indices, des, réinterpréter des événements de leur vie? Est-ce que ça t'est arrivé? Alors ouais, complètement. Et sans doute que je pourrais en trouver pas mal. Le plus vieux, c'est en gros la maternelle. J'avais une amie qui était la fille de collègue de mes parents,
qui était même elle avait le même âge que moi et en fait c'était comme nos parents se connaissaient, on était même amis de avant la maternelle. Donc c'était ma meilleure copine et je disais que je voudrais qu'on se marie ensemble, tout ça. Évidemment, aucun problème pour tous les parents qui trouvent ça mignon que les enfants euh, soient hétéros. Et puis, en fait, petit à petit, je ne saurais pas dire si c'était les premières années, dès la première année de maternelle ou plusieurs mois ou je ne sais quoi, euh, il y a, on s'est éloigné et jusqu'à ce que, enfin, et moi j'avais dit non, mais viens jouer avec moi et tout, puis elle m'avait genre rejeté en mode non, maintenant moi je joue avec mes copines, va jouer avec les garçons. Enfin, et j'avais clairement, enfin voilà, ça peut être un petit traumatisme de ah, c'est la première fois qu'on m'a renvoyé vers les garçons, quoi. Et après, en fait, je pourrais trouver un certain nombre d'anecdotes qui vont dans ce sens-là, mais je pourrais aussi en trouver, ou en tout cas quelqu'un de mal intentionné pour en trouver qui vont dans l'autre sens. Et je Bien pense sûr, qu'on pourrait peut-être en trouver dans la vie de n'importe de qui. n'importe qui, y compris des personnes très très cis. Le truc, c'est que effectivement, on- si on regarde, enfin, si on cherche, on va trouver quoi. Oui, tout à fait. Euh, mais alors j'avais lu quelqu'un, je me rappelle plus qui c'est malheureusement, avait dit un truc que j'avais trouvé super intéressant, c'était que plutôt que de voir ces anecdotes-là comme des indices ou des preuves que au fond on a toujours été trans, qu'on a toujours su, peut-être qu'on peut aussi les voir comme des tentatives de se libérer du rôle et de la place à laquelle on a été assigné. Et, euh, et je pense que, ouais, moi, si je regarde en arrière, du coup, je peux vraiment identifier euh, des tentatives de m'échapper et des tentatives de me conformer aussi au rôle de garçon et d'homme et des tentatives de négociation, en fait, surtout entre les deux, quoi. Oui. Ah oui, tellement. Ces traces-là, je les vois comme des indices de cohérence. De voir qu'il y a, même s'il n'y a pas eu nécessairement d'action ou de conséquences, le fait de retrouver ça dans mes souvenirs m'indique que c'est pas une passade. C'était pas quelque chose qui m'a pris comme un coup de froid. Ouais, et puis C'était assez ça peut être, rassurant. ouais, je pense que je me raccrochais aussi pas mal à ça en début de transition quand j'avais peur de faire une connerie ou de me faire un film, donc je sais pas quoi. Et maintenant, enfin, voilà, j'ai vraiment plus aucun doute sur le fait que je suis une femme parce que je le suis dans toutes mes interactions tous les jours. Et du coup, je ressens moins ce besoin de chercher effectivement des indices ou des preuves de cohérence, mais c'est important au début. Ouais. Comment s'est passé ton coming out, si tu veux en parler? Ouais, alors mon coming out ou mes coming out en fait, parce qu'on en fait beaucoup et on n'arrête jamais, ou en tout cas j'ai pas arrêté, même si bah, le rythme s'est sérieusement ralenti. Euh, mais en gros, voilà, début 2018, j'avais deux amoureuses. Je leur ai dit chacune à son tour un soir au lit et ça s'est très bien passé à chaque fois. J'étais, j'avais pas de grosses inquiétudes parce que je les connaissais, parce que elles me connaissaient, que ça avait, enfin voilà, que qu'elles étaient toutes les deux bi. Enfin, ça s'est bien passé. J'ai eu aucun rejet avec elles. Et et après ensuite, bah, j'ai fait mon coming out à quelques amis pendant l'année qui a suivi.
En général, ça s'est bien passé parce que j'avais un peu choisi mes amis. J'aurais quand même dans l'histoire, j'ai perdu mon meilleur ami. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, la relation avec lui a été tendue déjà depuis un an ou deux. Ça devenait un peu compliqué pour tout un tas de raisons. On s'éloignait, surtout, je pense, sur des questions politiques, en fait. Et il s'est fâché avec ma compagne de l'époque. Et puis, on s'est pas parlé pendant quelques mois. On s'est revus. Je lui ai fait mon coming out. Il m'a dit c'est génial. Et je ne l'ai plus jamais revu. Et c'est vrai qu'un truc, du coup, par rapport au coming out, c'est que ça peut bien se passer en face au moment où tu le fais. Et puis, les choses vont pas forcément de façon aussi caricaturale que celle-là, mais les choses vont évoluer par la suite dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire que ça peut aussi arriver des fois qu'il y ait des gens qui prennent mal au moment du coming out. Et en particulier, bah, si c'est des personnes qui sont vraiment pas habituées à fréquenter des personnes trans qui ont que des images clichés de la transidentité, ça va être plus leur réaction va pas forcément être très cool. Euh, mais elles peuvent changer du tout au tout. Ouais, Donc voilà. Moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que bah, tout ça, ça m'a permis de d'apprendre à faire un coming out et d'aller crescendo vers les coming out plus difficiles à ma famille, au boulot. Euh, et une chose que j'ai appris, c'est que quand tu fais un coming out trans auprès de la plupart des gens, ça va être un gros choc parce que même si nous, c'est bon entre nous, tu vois, on connaît, en général, on a vu venir les coming out trans des personnes autour de nous. Mais pour les cis, c'est quelque chose de souvent inimaginable. Et ils passent enfin, et quand tu commences à leur dire que j'ai quelque chose à te dire et tout, ils peuvent imaginer tout sauf ça dans bien des cas. ouais. Et, et j'ai fait, et donc ce que j'ai compris, c'est que en fait, on se sent vulnérable quand on fait un coming out, mais on a une sorte, on peut avoir une sorte d'avantage. C'est que nous, on sait ce qui va se passer, on sait ce qu'on va dire, et l'autre personne en fait est déstabilisée et ne sait pas. Et donc, c'est une occasion pour nous de leur dire quoi penser et comment réagir en fait. Je sais qu'un truc que j'ai beaucoup dit, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que je suis plus heureuse, que je vais être mieux dans ma vie, etc., etc. Parce que si on dit juste je suis une femme et puis on leur passe le micro, ben, ils vont dire n'importe quelle connerie parce qu'en fait ils savent pas, ils étaient pas préparés. Donc voilà, c'est mon petit conseil sur l'art du coming out. Est-ce que c'est avec tous ces points-là en tête que tu as fait ton PowerPoint de coming out? Oui, oui. Alors le PowerPoint de coming out, donc c'est un petit document que j'ai fait pour faire mon coming out au boulot. Et donc, pour donner un peu de contexte, je bossais dans une entreprise avec une vingtaine de personnes, donc vraiment une petite boîte. Et je savais depuis presque un an et demi que je voulais transitionner. J'avais commencé les hormones depuis quelques mois et j'ai été très nerveuse à l'idée de ce coming out. Et eux, ils ont rien vu venir, en fait, parce que déjà quand ils m'ont embauché, j'avais certes une grosse barbe, mais j'avais des cheveux roses. Et quelquefois, j'étais déjà venu au boulot avec les ongles vernis, ce genre de choses. Mais en gros, ils s'attendaient peut-être à ce que j'annonce que j'étais gay, mais pas trans. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi d'abord ma collègue préférée, celle en qui j'avais le plus confiance, à la fois parce que c'était une personne que j'aimais bien et que je respectais, mais aussi parce que je connaissais un peu ses opinions. Et je l'ai prise à part. On a déjeuné ensemble un jour et je lui ai expliqué ma situation. Je lui ai expliqué que
que je voulais transitionner, enfin, et que je comptais faire mon coming out au boulot, en gros, dans le mois, et j'avais tout un plan. Je le disais à elle, ensuite je disais à une autre collègue, un peu, bah, qui était un peu les mêmes, pour les mêmes raisons, mais en plus, elle était plus haute dans la boîte, donc elle pouvait m'appuyer en cas de nécessité. Et puis finalement, je l'ai dit à mon patron. Et alors pareil, il était très déstabilisé, il savait pas quoi dire et tout, donc j'ai un peu pris les choses en main. Et je lui ai expliqué, voilà ce que je veux faire, tel jour ou telle semaine en tout cas, on convoque une réunion avec toute l'agence et je vais faire un PowerPoint et je vais expliquer à tout le monde. C'était un jeudi matin, du coup le patron avait demandé à tout le monde de venir à 8h30 ce jeudi matin-là. Euh, donc ça râlait un peu, puis en plus j'avais des collègues qui me disaient oh, il y a des gens qui vont être virés. De restructuration. C'était la partie devoir tenir le secret. Mais en tout cas, j'avais tenu à ce que ce soit lui qui convoque tout le monde, parce que si c'était moi qui lançais la réunion, ça aurait été, j'aurais été cuisiné. Euh, et, euh, et donc, j'ai fait cette petite présentation. J'ai d'abord, en fait, parlé devant tout le monde sans l'appui de la présentation pour dire de façon d'être un peu plus, de façon un peu personnelle, voilà ce qui se passe, quelle est la situation. Et ensuite, eh ben, j'ai sorti, pareil, pour éviter qu'on passe directement à genre, bon, maintenant vous avez des questions. J'ai fait, et que les gens disent n'importe quoi, ou genre, ça veut dire homme trans ou femme trans parce que t'es un homme, mais tu deviens une femme, alors on dit quoi, tu vois? Ce genre de choses. Les trucs hyper basiques qui peuvent nous sembler, en tout cas, évidents quand on évolue dans les milieux LGBT. euh, Nous-mêmes, on les a pas toujours maîtrisés. Pour la plupart d'entre nous, j'imagine. Et je voulais aussi que ça ressemble un peu en fait à une réunion du boulot classique, donc un PowerPoint, donc un peu de pédagogie, et puis un truc léger avec des blagues Et des euh, chiffres. et des explications de base. Là, j'aurais mis je leur ai mis des photos. Ceci est un homme trans avec quelques photos d'hommes trans bien masculins. Et ceci est une femme trans avec, je sais plus qui j'ai mis, mais juste vraiment que évi- je leur ai appris les mots mégenrés et des trucs comme ça. Et ensuite, à l'idée d'une des collègues à qui j'en ai déjà parlé, je les ai tous invités à un pot de départ de moi, donc pot de départ et pot d'arrivée de moi, pour rendre le truc un peu festif et sympa. Et du coup, ça s'est bien passé parce que aussi, je savais que on a évité les moments trop gênants où quelqu'un aurait pu poser une question gênante et ça m'aurait mis moi dans la position de dire non, arrête, c'est pas possible, tu dis des conneries. Et je sais qu'il y avait quelques personnes dans la salle dont j'avais déjà entendu tenir des propos transphobes. Voilà, les blagues graveleuses entre mecs et tout. En, en tant que quand je me présentais comme un homme, évidemment, j'avais toute la joie de les entendre. Et en fait, ces personnes-là se sont aussi retrouvées prises dans un groupe où il y avait une mécanique d'acceptation qui était lancée, quoi. Et si tu veux, enfin, ça arrivera toujours qu'il y ait des gens qui veuillent sortir du lot pour créer leur transphobie, évidemment, mais disons que on avait créé un climat plutôt favorable à ma cause. J'avais été tellement impressionnée de voir ce document. Merci. Il est à la fois complet et drôle et bien fait. Et la timeline à la fin qui explique de, genre à telle date on prévient les clients, on change mon mail, etc. Et puis pot de départ et pot d'arrivée. Je trouve ça une super idée. Voilà. Bah ouais, j'ai voulu. Enfin,
j'ai vraiment fait ça comme n'importe quel projet professionnel en fait et je voulais donner les clés à tout le monde sur comment ça allait se passer et puis en fait ça a permis de pas trop déstabiliser tout le monde et de pas je voulais aussi pas que ça soit 100% dans le pathos, je voulais pas inviter d'un coup 20 personnes enfin quelque part je leur dévoile un truc très très intime et, euh, et faire comme ça a permis de mettre une petite distance et de recadrer ça dans le monde professionnel. Et après, je sais que du coup, le document, il a circulé un peu. J'ai entendu parler de plusieurs personnes qui s'en sont servies elles-mêmes pour faire leur coming out, pro ou perso, et évidemment, en le remodifiant. Et, il est open source. Donc, Au minimum, changer le prénom. voilà. Euh, donc ça, c'est mine de rien, voilà, je l'avais fait juste pour moi, mais je suis un peu fier que ça ait, que d'autres personnes aient pu l'utiliser et se le réapproprier. Est-ce que ça te va qu'on mette le lien dans les notes de l'épisode? Bien sûr. Ouais. Est-ce que tu veux parler de tes transitions sociales, administratives, médicales? Ce que tu veux. Euh, J'en ai déjà beaucoup parlé, mais Oui, essayer de continuer. Euh, Moi, alors, du coup, quand j'ai réalisé que très probablement, parce qu'évidemment, j'avais quand même un peu de doute au début, mais voilà, quand j'ai réalisé que j'étais trans et que je voulais transitionner, j'avais 36 ans et j'avais pas envie de traîner. Parce que je me disais, voilà, je suis pas vieille encore, mais quand même, j'aimerais. J'ai déjà perdu pas mal de temps et j'aimerais profiter d'être une femme avant et d'être une jeune femme avant d'être une mamie, quoi. Euh, et, euh, et notamment, bah, voilà un truc, une question qui se posait beaucoup, c'est que j'ai un enfant tout petit, puisque à l'époque, il avait 3 ans. Qu'est-ce que oh non, mais il avait 2 ans même. Et en fait, traditionnellement, on va dire, les personnes trans avec de jeunes enfants ne transitionnent pas. À la fois parce que bah, très concrètement, pendant longtemps, ça a été, je ne sais pas si ça y est encore, mais je pense que ça doit quand même, selon les praticiens, rester un obstacle. Mais dans les guidelines de la SOFACT, si tu avais un jeune enfant, je ne sais pas jusqu'à quel âge, peut-être même jusqu'à la majorité, on ne te laissait pas transitionner pour pas trop le déstabiliser. Euh, et en fait, assez vite, moi, j'ai compris enfin, je me suis dit que mon enfant voudrait préférerait en fait avoir deux mamans heureuses que un papa et une maman cis, mais dont le papa est très malheureux, quoi. Euh, et donc, ça a voulu dire aussi que dès le début, je savais que enfin, comme du coup, je suivais des personnes trans sur Twitter et que j'avais déjà entendu parler de la Sofect et tout ça, je savais que j'allais pas me pointer à l'hôpital en parcours officiel et tout, qu'on allait me mettre des bâtons dans les roues et que même si, euh, même si par rapport au fait que j'avais un enfant, ça pourrait se passer bien, j'étais pas. Euh, c'est jamais un parcours rapide de toute façon. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que très vite, j'ai voulu me rapprocher d'associations. J'ai été à un groupe de parole outrance. Et ce jour-là, il y a quelqu'un qui est passé pour donner des tracts à tout le monde pour de l'espace santé trans qui lançait le programme Trajectoire Trans que tu connais bien. Euh, et c'était la toute première édition. J'ai pris le truc et puis je me suis dit,
Non, mais je suis pas encore assez avancé pour aller là-dedans. Je sais pas si je veux pas m'inscrire. Et puis en fait, j'ai gardé le truc et j'y ai repensé plus tard et je me suis inscrite quand j'étais un peu tout petit peu plus sûr de moi sur cette idée de transitionner. Euh, et en gros, Trajectoire Trans, du coup, pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est des groupes de parole en non-mixité avec que des personnes trans ou en questionnement. Et dans ces groupes, on discute de tout ce qui allait trait à la transition pendant en gros 2 heures chaque dimanche pendant 2 mois, on va dire. Je vois que tu hoches la tête, donc ça va, je dis pas de conneries. Et il y a voilà, en général, un facilitateur et une facilitatrice qui sont là pour un peu animer les discussions et être représenter en gros les personnes qui ont un peu plus d'expérience avec tout ça, mais qui restent dans un rôle, voilà, elles-mêmes intégrées au groupe et c'est pas des psys cis qui mènent la discussion. Et en fait, moi, voilà, j'ai trouvé ça génial. Au début, je savais pas si j'avais ma place, mais en fait, je crois que qu'on était 12 à ne pas savoir si on avait notre place là-bas. Et petit à petit, je l'ai trouvé et c'était super. Et j'ai eu l'impression de faire un cours accéléré de transition, d'apprendre énormément de choses, de vraiment. Enfin, ça m'a permis de faire la transition rapide dont je rêvais, parce que j'avais à la fois toutes les infos que sinon j'aurais pu retrouver sur Internet, sur les sites d'associations, sur le Wikitrans, etc. Mais là, c'était incarné en fait. Ce que j'ai trouvé aussi dans le groupe de parole, c'est de rencontrer plein de gens comme moi et de savoir que j'étais pas seul et unique et totalement même si j'étais unique par plein de côtés, notamment parce que j'étais la vieille du groupe euh, et la seule avec un enfant, je me retrouvais quand même parmi ces personnes, on se trouvait pas mal de points communs et c'était une expérience assez forte et très cool et je suis très heureuse d'avoir fait ça parce qu'effectivement, en fait, assez vite, du coup, j'ai compris que je devais prendre rendez-vous chez une endoc. On m'avait donné plusieurs noms. Enfin, je savais chez qui aller en n'ayant pas besoin d'attestation psy. Je savais et j'ai compris aussi que en fait, bah, il fallait prendre les rendez-vous en fait, limite prendre les rendez-vous avant même d'être sûr, parce que souvent c'est Oui. souvent quand on prend rendez-vous, bah, on a le rendez-vous que 3 mois ou 6 mois plus tard, ou voire pire. Et entre-temps, et ben, au pire, on a changé d'avis et on annule le rendez-vous. Mais au mieux, le jour où on est décidé, on se dit pas, ah mince, il me reste 2 mois et demi à attendre pour mes hormones, pour ceci, pour cela. Enfin, je pourrais en parler des heures et des heures de la transition, évidemment, de toute mon expérience, mais on va essayer de rester sur voilà, quelques trucs concrets comme ça. C'est mon parcours à moi, et ensuite, à partir de là, on va dire, j'étais lancé, et voilà. C'est chouette que tu mentionnes l'espace santé trans, parce que moi c'est un endroit qui m'a fait beaucoup de bien aussi, et j'ai prévu d'accueillir dans le podcast Elios et Rafi, qui organisent chacun à leur niveau des éléments de l'espace santé trans. Qu'est-ce que c'est ta plus grande fierté? Ben, je suis assez fier de la façon dont j'ai géré ma transition, effectivement, et mes coming out, et cette petite période où j'ai fait de mai 2019, où vraiment j'ai fait mes coming out à la terre entière, c'est-à-dire à la fois à ma famille, au boulot, et même à toute l'équipe de l'école maternelle de mon enfant. Donc,
C'était un mois c'était un énorme projet, on va dire, que j'ai réussi à gérer comme j'ai rien géré dans ma vie avant. Euh, et mais sinon, bon, en vrai, la vraie réponse, c'est que je suis fier de cet enfant qui a 5 ans aujourd'hui, qui est formidable et m'épate tous les jours. Enfin, je dis, c'est vraiment des trucs cucu que je vais dire, mais c'est des trucs que disent tous les parents, ou en tout cas les parents un peu cool, parce que malheureusement, c'est pas le cas de. C'est-à-dire quand on est dans un podcast trans, alors faut que je fasse attention, trigger warning, je vais parler de parents. Mais il y en a qui sont bien. Et juste, il est merveilleux et je suis fier de lui avoir donné tous les outils que je lui ai donnés jusqu'ici pour devenir un enfant euh, brillant et généreux et doux et courageux. Enfin, je suis vraiment voilà, fier quand je le regarde. C'est très mignon. Maintenant, on peut parler de militantisme. Mhm. T'as commencé le militantisme longtemps avant ta transition? Non, pas du tout. Enfin, je commence à me sentir légitime à me dire militante, mais sinon, j'ai quand même passé beaucoup de ma vie à avoir des opinions politiques et à les dire et sur Twitter ou dans la vie, mais à ne pas faire grand-chose derrière parce que j'avais vraiment du mal dans les groupes en fait tant que j'étais un homme et j'avais du mal euh, à m'impliquer du coup dans des activités militantes, etc. Enfin déjà j'étais très timide et j'osais pas. Enfin les quelques fois où j'ai fait des trucs avec des assos, c'était vraiment me forçant quoi. Et ça venait pas naturellement. J'avais du mal à trouver ma place. Euh, et puis en fait aujourd'hui voilà mon activité militante s'est construite petit à petit parce que au gré des rencontres dans dans les milieux féministes et dans les milieux trans, j'ai commencé à connaître des personnes. On m'a proposé de faire quelques trucs et voilà maintenant petit à petit ça bouge. Et notamment j'ai l'an dernier, il y a un an à peu près, il y avait eu cette tribune qui était, alors je crois que c'était d'abord sur le Huffington Post et puis dans Marianne, tribune vraiment transphobe sur les femmes trans, danger pour le féminisme, etc. Et je me suis retrouvé dans un message groupé sur Twitter avec quelques autres féministes où on disait mais qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il faut organiser une réponse, etc. Et à ce moment-là, il y avait surtout des femmes cis. Et petit à petit, on a dit, attendez, mais moi, je vais inviter une telle dans la conversation et une telle. Et, on, et le truc et toute la réponse a été reprise en main en grande partie par des personnes trans avec l'appui de quelques personnes cis, nos tokens. Euh, et, euh, et ensuite, du coup, on a fait une contre-tribune pour dire que voilà, le débat sur la place des femmes trans dans le féminisme n'a pas lieu d'être. Et on a essayé de le faire signer par un maximum de gros noms et de petits noms, mais bon, on voulait avoir des gros noms en fait et des grosses assos et pour en gros montrer que cette position des féministes transphobes, elle est en fait très minoritaire dans le féminisme français. Elle est très minoritaire, je pense, dans le féminisme globalement, à part au Royaume-Uni. Euh,
et que voilà, on voulait faire une réponse un peu en force. Et à partir de là, en fait, on était toutes très électrisées par ce qu'on avait fait et on s'est on a décidé de se constituer en collectif qui s'appelle Toutes des femmes. Et, euh, et voilà. Et bon, depuis, on n'a pas fait énormément de choses à part quelques threads Twitter parce que bah, juste après tout ça, il y a eu le premier confinement et ça nous a un peu coupé dans notre élan. Ça a été un peu dur de s'y remettre. Enfin voilà, 2020 a été une année très compliquée pour beaucoup de gens. Là, on a quand même quelques projets qui vont enfin voir le jour et c'est vraiment quelque chose. Voilà, c'est un militantisme aussi dans lequel j'ai trouvé ma place parce que bah on va pas se mentir, c'est très, enfin tout se passe par Internet et que je suis beaucoup plus à l'aise comme ça que dans la vraie vie et que et aussi parce que ça convient à mon emploi du temps de maman qui doit s'occuper d'un jeune enfant et c'est pas, enfin voilà, typiquement c'est pas évident de ramener un enfant de 5 ans en manif, encore moins quand il était plus jeune. C'est pas évident de se libérer pour des AG ou autres, tout un tas de choses comme ça. Moi, j'aurais bien aimé, par exemple, faire ce que tu fais toi et devenir facilitatrice pour une session de trajectoire trans avec l'espace santé trans. Mais en fait, bah, avec cet enfant, c'est un peu difficile. Mais un jour, j'espère. Ce sera bienvenu. Ouais. Et donc, voilà, ouais, sur le militantisme, voilà, et j'ai quelques autres trucs qui j'espère, devraient voir le jour. Et j'ai à côté de ça, bah voilà, sinon, en fait, avant ça, moi, j'ai Parce que je comprends ta réponse, en fait, c'est que ta définition du militantisme est nécessairement en groupe ou dans une association. Et moi, l'image que j'avais de toi, avant la transition, c'était déjà un militantisme euh, très visible et très efficace sur ce que tu faisais en ligne. Et a priori, t'étais seule. Mais pour moi, c'était déjà militant. ouais, bah, moi, j'ai du mal à appeler ça militantisme quand j'écris un tweet et que en fait, ça s'arrête là. Et pour moi, le militantisme, c'est aussi quand on... Enfin, parce qu'en fait, je trouve que, voilà, et je continue à le faire, et je le fais beaucoup, de donner mon opinion sur Twitter, mais en fait, enfin, j'avais vraiment l'impression de gueuler sans rien faire, quoi. D'autres, juste je passais un peu mes nerfs, mais il y avait rien de productif et rien de concret derrière, à part aller voter de temps en temps, quoi. Pour des candidats qui m'ont rarement, des candidats et des candidates qui m'ont rarement non plus emballé que ça. Euh, et, euh, et là, par exemple, avec toutes les femmes, un peu plus tôt cette année, on a écrit un petit guide pour comment appeler vos députés en amont de la discussion de la PMA pour leur expliquer les enjeux pour les personnes trans. Voilà, on avait rédigé un argumentaire, on avait expliqué comment trouver le numéro de votre député, etc. Il se trouve que la fois où on a balancé ça, il y a eu euh, enfin, je sais plus, il y a eu un reconfinement. Enfin, ça a été encore repoussé. Et bon, c'est un peu la blague de la PMA. Bon, je pense qu'on va essayer de refaire des trucs pour le prochain passage devant l'Assemblée, si ça se fait un jour. Et voilà, pour moi, il y a cette notion de choses un peu plus concrètes dans le militantisme. Alors après, effectivement, bah, il y a, je sais Il y pas en avait fait si aussi. c'est très Ouais. important de définir qu'est-ce qui est du militantisme et qu'est-ce qui n'en est pas, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui simplement en ayant
donné leur opinion sur Twitter et en ayant poussé des coups de gueule, etc., m'ont appris énormément de choses. Et je dis pas du tout que c'est quelque chose qui n'a aucune valeur, bien au contraire. J'ai l'impression que tu minimises ce que tu as contribué parce que c'était pas juste. Crier sur Twitter une fois de temps en temps, il y avait aussi un blog et bientôt un livre. Oui. Oui, alors il y avait un blog qui s'appelait le M'Expliqueur et qui s'appelle La M'Expliqueuse, et que j'update de loin en loin, très irrégulièrement, qui malgré cela a attiré l'attention d'un éditeur. Et du coup, j'ai passé une bonne partie de 2020 à en faire un bouquin qui est beaucoup plus développé que ce qu'il y a sur le blog, en partie parce qu'il y a beaucoup de choses que j'avais écrites en me lançant un peu avec une arrogance toute masculine je parlais de féminisme, alors qu'en fait, je réalise que j'y connaissais quand même pas grand-chose, mais j'ai appris en chemin, et ça a joué un rôle non négligeable dans je pense, m'amener à réaliser que je voulais et que je pouvais transitionner. Euh, et voilà, et le livre, maintenant, je sais pas quand est-ce qu'il sera publié, parce qu'en fait, les calendriers de l'édition font que d'être repoussés, donc j'avais annoncé qu'il serait publié en mai originellement, et puis parce que c'est ce qu'on m'avait dit, mais en fait ça risque d'être plus tard, donc je veux pas trop m'avancer maintenant. Euh, et euh, et ça effectivement, enfin, je suis j'ai failli le lister dans la liste des choses dont je suis fier, ce bouquin, mais on va attendre qu'il soit publié avant que ce soit le cas. On te reposera la question. Voilà. Euh, et, euh, et je sais pas si c'est du militantisme, ou en tout cas, mais en tout cas, c'est un travail politique et un travail intellectuel, et qui sont des choses évidemment très importantes. Est-ce que mon travail à moi sera important? On verra. Mais c'est quelque chose de super important, et c'est pour ça aussi, voilà, moi j'ai peut-être cette vision de le militantisme, c'est quand on fait du collectif, qu'on s'organise ensemble pour mener des actions concrètes, mais c'est aussi, ça veut pas dire que tout ce qui ne rentre pas dans cette définition-là n'a pas de valeur, évidemment. J'ai besoin d'avoir une définition du militantisme très large parce que j'ai l'impression de militer en ce moment en pyjama dans ma chambre. Alors j'ai une amie qui a fait un mémoire sur les assos trans, et sur la différence entre enfin elle parlait en tout cas dedans de la différence entre ce qu'on appelle le support et le militantisme, et elle, ce qu'elle concluait finalement, c'est que pour elle la différence qu'on fait est un peu artificielle en fait, et que militantisme, support, c'est toujours entremêlé, et que en fait, s'occuper des autres personnes trans et de se soutenir entre nous, c'est aussi évidemment une part importante de militantisme. Et ça, c'est aussi quelque chose que je fais, du coup à un niveau individuel, à la fois juste être là pour les copines, mais aussi comme j'ai un peu de visibilité sur les réseaux sociaux, régulièrement j'ai des messages de personnes trans en début de questionnement, etc. Et c'est quelque chose de super important pour moi d'aider d'autres personnes trans comme moi j'ai pu être aidé par le passé. Ça peut encore m'arriver aussi, évidemment, peut-être d'avoir besoin d'aide. Est-ce que militer te rend heureuse ou au moins augmente ton bonheur? Ouais, ouais, moi j'ai pas, peut-être aussi parce que j'ai jamais eu du coup cette phase où le militantisme est devenu une énorme partie de ma vie, et a bouffé toute ma vie, parce que comme ça a pu être le cas, notamment j'écouté Jill en parler,
Bah, moi, j'ai jamais fait de burn-out militant parce que finalement, mon activité militante, elle s'est beaucoup, euh, elle a surtout eu lieu à un moment où j'étais déjà maman. Et que ce soit, enfin, c'est la même chose pour le boulot, en fait. J'ai jamais fait de burn-out militant, mais je pense que j'ai été pas très loin du burn-out professionnel à une ou deux reprises dans ma vie. Mais en fait, à partir du moment où j'ai eu cet enfant, il a vraiment pris la priorité pour moi sur tout le reste. Et en fait, son existence et sa vie et sa présence me permettent de relativiser tout le reste. C'est-à-dire que bah, si je foire mon militantisme, si je foire mon boulot, ou en tout cas, juste je couperai avant que si ça prend trop de place dans ma vie, je couperai parce que il faut que à 18 heures au plus tard, je vais le chercher à l'école et que je passe toujours un peu de temps avec lui jusqu'à le coucher et que je suis concentré sur lui. Bon, bah, c'est un super tuyau de comment est-ce qu'on tient le coup Mm. et c'est les fêtes des enfants. Ouais, j'ai un super conseil pour les personnes trans, c'est faites des enfants, c'est super facile pour nous justement, pratique. Oui, oui. Est-ce que tu veux en faire d'autres? Non, parce que autant effectivement c'est super de l'avoir et qui me permettent de relativiser les choses dans ma vie, bah, c'est vrai aussi que il y a aussi plein d'autres choses que je voudrais faire dans ma vie et, euh, et que de toute façon, j'ai eu la grande chance de faire cet enfant avant de transitionner et du coup de réussir à le faire un peu par accident, ce qui est le privilège cis hétéro incroyable, de faire des enfants par accident, sans le vouloir, alors que les autres galèrent, quoi. Et à la base, moi, je voulais plein d'enfants. Enfin, je viens d'une famille nombreuse et j'aurais bien aimé avoir plusieurs enfants. Et puis finalement, je crois que faire un enfant, mais le faire bien, c'est déjà pas mal. Essayer de pas le foirer. Et puis ensuite, voilà, aujourd'hui, ce serait bien compliqué d'avoir un enfant. Et puis, j'approche de la quarantaine en plus. Donc, c'est déjà pas mal comme ça. Comment est composé ton réseau de soutien, si t'en as un? Bah, mon réseau de soutien, c'est mes amoureuses, c'est mes amis. Et puis, c'est aussi toutes les meufs trans avec qui je milite ou que je connais via les réseaux sociaux. Et il y a quand même, je sais pas, des fois on dit, on dit du mal de la communauté trans, qu'il y a pas mais il y a quand même énormément de soutien en fait entre nous, quoi. Même quand il y a des différends sur telle ou telle question, etc. Quand il y a l'une d'entre nous qui est dans la merde, on essaye d'être là. Et je sais que voilà, je peux toujours compter là-dessus. Comment est-ce que tu prends soin de toi? Euh, J'avais oublié cette question et de la préparer parce que c'est une question difficile en fait, l'air de rien. Euh, Ou qu'est-ce qui te fait plaisir? On peut commencer par là. je passe souvent beaucoup de temps à travailler, même si bon actuellement en fait je n'ai plus officiellement de travail, je suis en reconversion. J'ai toujours mille choses à faire, je m'agite beaucoup dans la journée et c'est vrai que parfois en ce moment ça va, mais j'ai eu des périodes où j'avais du mal à juste trouver 5 minutes pour moi en fait. Et voilà, du coup, j'avais pris cette habitude pour prendre soin de moi, de sortir et voir des amis, ce qui n'est pas quelque chose qui est dans les réflexes en temps normal, en tout cas dans ma vie, parce que je suis très casanière. Mais en fait, voilà, bah, tu sors, tu vois des amis et d'un coup, tu peux passer une soirée à penser à autre chose, quoi. Et bon, bah, ça, actuellement, c'est plus trop possible. C'est pas hyper légal.
Mais on peut se faire des équivalents via Zoom. Ouais. Est-ce que tu t'habilles quand t'es confiné? Alors, je ne suis pas nu, mais ça dépend. Mais il y a vraiment des moments où j'ai pu porter la même tenue pendant des jours et des jours et des jours euh, parce que je sentais pas enfin, voilà. Moi, à un moment, j'ai eu l'impression que je savais plus m'habiller, en fait, je savais plus quoi mettre avec quoi, qu'est-ce qui allait ensemble, alors que c'est une capacité que j'ai apprise en transitionnant. J'ai dû apprendre, comme nous toutes, à m'habiller en femme, ce qui est beaucoup plus compliqué que s'habiller en mec. En tout cas, si on est féminine comme moi, parce que s'habiller en mec, j'ai pu passer toute ma vie à mettre un jean, un t-shirt et, euh, et c'était vraiment pas compliqué. Tous les jeans vont avec tous les t-shirts. Mais du coup, ouais, c'était. Enfin, j'ai en plus cette manie d'acheter des vêtements qui ont. J'aime beaucoup les motifs et les couleurs. Du coup, dans ma garde-robe, tout ne va pas avec tout, loin de s'en faut. Euh, et, euh, et j'ai eu, voilà, après le confinement, à chaque fois, je suis là, mais comment, on met des vêtements, comment on les accorde, et bon, ça s'oublie pas vraiment. Je trouve qu'on perd, de manière générale, en capacité sociale. Et la façon de s'habiller, c'est un exemple. La façon d'interagir avec les autres, je trouve, baisse aussi avec le temps, en ce qui me concerne. Ouais, ouais, la capacité à faire à parler de tout et de rien avec mes amis en général, ça va, mais avec les gens que je connais pas trop, notamment avec le coup classique pour moi, c'est les parents des les autres parents de la maternelle. Je suis un peu là. Comment on parle? Comment on occupe le silence? Je ne sais plus. Mais cela dit, bon, j'ai toujours eu un peu du mal avec ça. C'est pas totalement nouveau non plus. C'est pour ça qu'il faut que les gens comme toi et moi, il faut qu'on l'entretienne régulièrement. Hmm. Euh, Est-ce que tu te décris heureuse ou fière ou fatiguée ou sereine? Autre chose? Tout ça. Tout ça à la fois? Ouais, moi, je suis plutôt heureuse, mais même s'il y a des moments plus difficiles, euh, notamment en ce moment à cause de la pandémie. Donc j'ai beaucoup de chance de pouvoir me dire heureuse même. Euh, et après, bah, c'est vraiment, enfin moi transitionner, ça m'a apporté énormément et notamment de confiance en moi en fait et de confiance en l'avenir. Et il m'est arrivé en fait enfin, il m'est arrivé des trucs en fait en transitionnant. Euh, on a divorcé avec l'autre mère de mon enfant. J'ai le boulot où mon coming out s'est super bien passé. J'ai fini par le perdre parce que la boîte allait pas bien. J'ai eu et je peux peut-être que je suis naïve, mais je pense pas que ces choses soient liées à ma transition. Enfin, mon divorce, en fait, je pense, elle a, elle a tout à fait accepté ma transition, mais c'était une période difficile pour elle personnellement à différents titres. Et c'était une période où moi, en fait, quand on transitionne, on devient, et souvent pour la première fois de sa vie, on devient un peu égocentré. Parce qu'en fait, on a beaucoup de choses qui se passent et on a besoin de temps pour soi et de s'intéresser à soi. Et ce qui est vraiment pas, enfin, pour la plupart des personnes trans que je connais, c'était pas trop notre point fort avant de transitionner. Et ça crée un déséquilibre dans le couple. Euh, voilà. Après, on était ensemble 10 ans, il y a mille et une raisons pour lesquelles
on a pu se séparer. Ces 3 dernières années, j'ai quand même, j'ai divorcé, j'ai perdu mon job. Et donc, je pourrais être très malheureuse, mais en fait, non, parce que j'ai confiance en l'avenir, que j'ai un projet et que avant la transition, en fait, j'aurais pas pu encaisser tout ça. Mais le fait à côté de ça, avoir réussi à me reconstruire une vie, à faire plein de choses pour ma transition sociale et administrative et médicale et de juste pouvoir sortir chaque matin de chez moi en portant une jupe, euh, c'est euh, c'est quelque chose de génial et qui surpasse tout et qui me donne une force pour faire face à tout ce qui pourrait m'arriver par la suite. Tu l'as évoqué et on pourrait le laisser passer comme ça, mais j'ai envie de le souligner un peu parce qu'on n'en parle pas assez souvent, c'est polyamour. Mhm. Comment est-ce que tu organises ta vie? Comment est-ce que ta vie est organisée plutôt? En fait, après cette séparation avec l'autre mère de mon enfant, sachant on était déjà polis, en fait, on avait commencé à ouvrir notre couple sur les dernières années et je suis, je suis pas sûr que ça ait aidé à nous maintenir ensemble, effectivement, mais du coup, en fait, ça m'a amené aujourd'hui dans une position où, en fait, après avoir fait tout bien ce qu'on attendait de moi, c'est-à-dire me mettre en couple hétéro, avoir un chien, un appartement, un enfant, euh, c'est bon, j'ai testé ça. Euh, et en fait, je veux pas revenir dans une situation où on était autant dépendantes l'une de l'autre et où j'étais autant dépendante d'une autre personne. Et donc, aujourd'hui, j'ai plusieurs partenaires que je vois chacune de temps en temps. Euh, il y en a une qui vit assez loin, donc je vais chez elle pendant quelques jours, une fois par mois. Il y en a une autre qui est parisienne, par contre, et qu'on se voit une soirée de temps en temps. Mais j'ai pas envie de vivre avec quelqu'un d'autre. J'ai pas envie en tout cas aujourd'hui, de redevenir aussi dépendante que j'ai pu l'être. Et, euh, et on verra à l'avenir comment ça évoluera. Mais aujourd'hui, je tiens vachement à mon indépendance et c'est aussi le, le polyamour, c'est en partie une façon de conserver cette indépendance. Puis aussi, c'est juste cool parce qu'on rencontre des gens et puis voilà. Tout à fait, j'approuve. Est-ce que tu as des conseils à donner? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir avant, par exemple? Je pense que le premier conseil, mais je savais déjà avant moi, mais c'est d'aller chercher les assos en fait et de pas faire les choses dans mon coin ou encore pire de juste faire confiance aux médecins. Euh, les meilleures personnes pour te conseiller dans ta transition et t'accompagner, c'est d'autres personnes trans. Et ensuite, le mieux, c'est que ce soit pas juste une personne trans, parce qu'on peut, voilà, moi, ma transition, elle a suivi tel chemin pour tout un tas de raisons, mais c'est pas forcément comme ça que ça peut ou que se passer comme ça pour toi ou que tu veux que ça se passe. Et en fait, juste être entouré d'autres personnes trans, comme j'ai pu l'être à travers le programme Trajectoire Trans, je pense que c'est vraiment le mieux, quoi, parce qu'on peut voir, on peut discuter, se sentir mieux entre nous et se soutenir. Et puis sinon, je pense que c'est de laisser personne t'arrêter. Parce que moi, j'ai eu la chance énorme en fait que personne essaye de me stopper dans ma transition. Aussi parce que pour tout un tas de raisons, mais aussi
j'avais cette chance de, même si on regrette toujours de transitionner plus tard, mais au moins je vivais pas chez mes parents. Mes parents aujourd'hui, ils ont accepté, mais parce que aussi pour tout un tas de raisons personnelles, mais je sais que si j'avais voulu transitionner à 15 ans, mon père aurait voulu me mettre à la porte. Là, je suis chez moi, personne ne peut me mettre à la porte. Et donc, je sais plus où je voulais en venir, mais voilà, oui, il faut laisser personne en fait t'arrêter parce que moi j'ai accompagné plusieurs personnes à travers leur transition ces dernières années et en fait souvent on est dans une relation où on se dit si je transitionne, je vais tout casser, machin et tout, mais ça va pas aider de rester dans le placard une année de plus. Les choses, elles vont pas s'améliorer magiquement depuis le placard. Tu vas pas être heureuse en te sacrifiant pour quelqu'un d'autre parce que c'est pas le bon moment pour elle, c'est pas. Et voilà, moi j'ai quand même un peu tout cassé, comme je disais, j'ai perdu mon mariage et mon emploi et ben je referai quand même pas les choses autrement. C'est une très chouette conclusion. Merci. C'est très joliment formulé. Où est-ce qu'on te trouve? Comment est-ce qu'on te suit? Alors, je passe ma vie sur Twitter. Je pense qu'on l'aura deviné vu que j'en ai parlé 10 fois pendant ce podcast. Mon c'est Goldfish Fight. On peut trouver mon blog en googlant la m'expliqueuse. Je vous laisse trouver comment ça s'écrit. C'est pas évident, mais bon. Et puis, je vous invite aussi beaucoup à suivre le collectif Toutes des femmes. Est-ce que tu as des projets que tu veux mettre en avant? Ouais, tu viens de mentionner Toutes des femmes, mais... Il y a mon bouquin dont j'espère je suis sûr qu'il sortira un jour. Et sinon, actuellement, je vais continuer, même si là, le manuscrit du bouquin, il est arrêté. Je vais continuer à bloguer un peu sur la m'expliqueuse. Et sinon, en fait, pour l'instant, j'aimerais bien écrire un deuxième bouquin, même si le premier n'est pas sorti, on va s'y attaquer. Puis c'est mon plus gros projet, c'est quand même de ressortir de cette pandémie et si possible avec un nouveau job parce que avant je bossais, j'avais un boulot très chiant dans la communication et maintenant je voudrais devenir tatoueuse et je m'entraîne à tatouer des oranges pour l'instant avant tatouer des humains. de faire mes premières victimes humaines bientôt. Merci Daisy, c'était bon de te parler enfin et de t'écouter raconter ta famille, ton histoire et tes combats. Je suis presque aussi impatiente que toi que ce livre sorte enfin. N'oubliez pas de partager cet épisode et tous les autres autour de vous. Mettez des likes, des étoiles et des pouces là où vous pouvez. Tout ça aidera à la visibilité et l'acceptation de Nova Trans, une oreille à la fois. Vous êtes digne d'attention. Si vous pensez être seul au monde, que tout le monde s'en fout, ou personne ne comprend, il y a une communauté prête à vous soutenir et qui n'attend que vous. N'ayez pas peur d'appeler à l'aide. Que ce soit ici ou ailleurs, continuez à écouter nos voix trans.